Comment on se structure? Est-ce que l'astreinte a été appelée? Est-ce qu'on est 2-3 personnes sur le front ou pas? Et tout ce qui est au niveau utilisation des ressources. Est-ce que la personne est à plein temps? Est-ce qu'elle a été au début en parallèle en train de faire un autre sujet? Donc voilà les différents points qu'on peut étudier, ainsi que tout ce qui est SLA au niveau du processus. Donc est-ce qu'on les respecte? Et comme je vous ai expliqué, tout cela, il y a la création du rapport. Donc ils sont très souvent regroupés en chapitres quand on les lit sur GitHub ou Elastic. Quand je passerai les liens, les slides, il y aura les liens directement dessus. Donc il y a une partie background, comment l'incident s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a beaucoup de timelines, donc les horaires et la progression, l'identification. On va identifier donc la root cause. Qu'est-ce qui a produit cette perturbation DNS, par exemple, si on prend le cas de Facebook? Quel est le workaround? Donc, le fixe rapidement pour rétablir au plus vite notre site web. Comment on le fait? Quels étaient les impacts en interne ou en externe avec nos clients? Est-ce que ça a été une portion de clients? Est-ce que ça a été l'intégralité d'un pays ou d'une région, un continent? Après, il y a une partie très intéressante qui sont les next steps, qui sont en coordination avec l'équipe dev et l'équipe d'astreinte. Donc, comment on peut remédier de manière permanente à ce problème? En effet, si on utilise les définitions ITIL, on a un incident, donc par exemple, mon site web ne fonctionne plus, et on a un problème dès lors que cet incident se reproduit dans le futur. Donc, les next steps, c'est vraiment pour éviter qu'on ait des problèmes. On a un incident, on fait par exemple des tests QA, on les met en place, comme ça évitera d'avoir ce problème qui se reproduit à nouveau. Et si on fixe la root cause, vraiment l'origine du problème, ce problème ne doit plus se présenter. Il peut y avoir aussi des parties un peu plus techniques qui sont la partie architecture, engineering, et donc, comme j'ai expliqué, par quel canaux on a communiqué avec nos clients. Est-ce que c'est un status page? Est-ce que ça a été par email? Est-ce que ça a été, par exemple, GitLab, ça a été à travers aussi d'une conférence Zoom ouverte à tous. Donc, différents process. Voici un exemple. Donc, on commence par le GitHub. Là, c'est background, puis après, l'identification de la root cause. Donc, voici comment ça se présente. Là, c'est sur le blog de GitHub, dans la partie engineering. Une question un peu pour vous. Selon vous, quand date le premier bug? Et ça va permettre de m'hydrater un petit peu. Si vous pouvez mettre dans le chat. « 86, 50, 60. Ah, ça chauffe. Et après, il y a un peu de troll. Donc, bien vu, c'est dans les années un peu avant 50. C'est en 47, donc avec Grace Hopper, qui a été l'inventeur du COBOL. Et ce qui s'était produit, donc là, on voit limite un rapport d'incident, où c'était réellement un insecte qui s'était retrouvé sur la carte mère et qui a entraîné le problème. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y avait le terme bug. Alors, si je peux aussi, de mon côté, mettre le chat un peu plus comme ça. Comme ça, je peux vous voir en même temps. Donc, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'informatique, mais c'était déjà le cas par les ingénieurs mécaniques et en électricité, qui sont le bug ce sont les difficultés qu'il y a rencontrées dans l'équipement. Et donc, on l'attribue à tort à Grace Hopper, mais elle, c'est vraiment un peu ce petit jeu de mots où il y a eu vraiment l'insecte qui s'était collé dans l'ordinateur. Après, quand on parle de cette anecdote, que ça soit chez OVH Cloud ou dernièrement, il y a eu un post-mortem assez similaire chez Clever Cloud, qui a eu suite à des inondations diluviennes, pas à Angers le 8 septembre, ni à Marseille dernièrement, mais c'était à Paris, donc le 22 juin. Et donc, pour ce genre de problème peut-être très touchy, qui n'ont rien à voir avec le développement et la technologie, on peut pas faire grand-chose. On peut juste, tel un avion ou un ascenseur, doubler, tripler les équipements
pour éviter ce genre d'incident de réseau. Donc, il faut la redondance. Là, par exemple, Grasshopper, si elle avait un deuxième ordinateur, elle pouvait faire éventuellement du achat avec une notion de maître et d'un serveur secondaire. Donc là, on voit la description, comment ils ont identifié, comment ils ont résolu le problème. On va prendre un autre sujet. Donc, on va prendre un exemple très simple d'une personne qu'on va appeler Elliot. Cette histoire, elle s'est déroulée à plusieurs reprises dans diverses entreprises. Le début de l'histoire commence toujours de la même manière, tel un conte par Il était une fois. Il était une fois un junior fraîchement sorti de son école d'ingénieur ou de son université qui avait déjà réalisé plusieurs stages dans des entreprises différentes. Après quelques interviews et la fougue, l'ardeur de la jeunesse, ce junior est impatient de commencer et de mettre en application tout ce qu'il a vu durant ses plusieurs années d'enseignement. Il ou elle est impatient de commencer. Disclaimer, pour que ce soit plus simple à narrer cette histoire, je ne vais pas parler il ou elle à chaque fois, je vais l'appeler Elliot. Donc, il se rend dans les bureaux. À l'époque, souvenez-vous, sans les masques, sans les gestes barrières, ni les distanciations sociales. Il visite les locaux et il a une présentation de chacun de ses futurs collègues. Il prend un café avec eux. Il reçoit son ordinateur haut de gamme. On vient de lui donner le tout dernier MacBook Air, par exemple, l'ancêtre du M1. Et il doit installer donc les applications pour pouvoir commencer à développer. Il reçoit pour cela la documentation sur Confluence et commence à installer son système d'exploitation, ses dépendances, ses outils. En effet, nous n'avons pas GitHub Codespaces ou Gitpod, et c'était une labeur. Donc, il configure ainsi sa machine virtuelle, installe les repos et lance les tests pour valider sa configuration. Il commence à programmer, puis tout d'un coup, il se rend compte de l'agitation qui règne dans les bureaux. Il y a beaucoup d'appels, ça sonne de partout. Il y a un incident sur la production. Les seniors développeurs sont sur le pont et pour identifier la root cause et savoir pourquoi l'application est down. En effet, c'est quelque chose de problématique. Le site de l'entreprise en question ne fonctionne plus, donc c'est une perte d'argent qui se compte en minutes, donc beaucoup d'argent par minute. Donc il faut rétablir le service au plus vite. L'un des trois développeurs identifie l'origine du problème et va directement en parler au directeur, au CTO, pour lui présenter son raisonnement. Ce dernier se déplace et il va voir Elliot. Tu as tout supprimé dans la DB de prod, prends tes affaires, tu dégages, je ne veux plus te voir. Donc, la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention aux crêtes de prod, parce que là, on a un newcomer, c'était son premier jour, il a respecté la documentation, et au moment où il installe, comment dire, la DB, il lance les tests de QA, mais au lieu de mettre les creds de la dev, il s'est trompé, il a pris le chapitre suivant, il a pris les creds de la prod. Donc au début, les tests de QA font par nettoyer la DB, installer les jeux de test, et c'est pour ça que la prod est tombée. Donc la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut faire vraiment attention à qui a accès à ces credentials de prod, les stocker sur un vault, et éventuellement mettre en place des rôles, on appelle ça le RBAC, donc des Role-Based Access Control. L'idée, donc, c'est d'avoir des droits utilisateurs, développeurs, administrateurs. Donc là, avec une petite citation de Spider-Man, ainsi qu'un joli sticker de Clever Cloud. Et comme vous pouvez le voir à l'instant à l'écran, ce problème n'est pas du tout anodin. On a eu le cas cette année, donc HBO, un concurrent de Netflix, qui envoie tranquillement un email test d'intégration, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Et ça, ils ont dû s'excuser. Et ça a beaucoup de répercussions à la fois sur la visibilité de votre entreprise, mais également sur d'autres problématiques. Et donc, toute cette histoire, elle vient d'avoir eu lieu chez AWS la veille de Noël en 2012. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien qui explique comment ça s'est produit. Ça s'est produit également chez GitLab en 2017, fin de janvier. Donc, qu'une personne a droppé la DB de prod au lieu de en prod, quoi. Et également chez Digital Ocean. Donc, il y a les liens sur mes slides. Vous pourrez cliquer dessus pour lire en détail comment ils ont investigué ce problème et ils l'ont résolu. Donc, les conseils, c'est au niveau de cette histoire, c'est d'auditer, protéger son environnement. Donc, le newcomer n'a pas, dès le premier jour, les accès à la prod. Ça n'a pas de sens. Mettre en place un SIEM avec Elastic ou un autre outil. Voilà. Les airbags que j'ai énoncés. Tout ce qui est credential pour éviter ce qui s'est passé sur Twitch, bah pareil, les mettre en lieu sûr et uniquement un petit groupe de personnes, peut-être ceux de l'astreinte et ceux qui font des MEP, mais les développeurs n'ont pas besoin d'avoir accès. Et comme ça a été le cas dans ces 3 entreprises, il faut tester vos procédures de restauration parce que là, quand la DB de prod est droppée, il faut avoir un backup récent pour restaurer et ne pas avoir de problème et rétablir le service au plus vite à vos clients. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ou j'enchaîne? Alors, Christophe, un dump est un backup. Bah, si tu le réalises et que ça permet de restaurer intégralement ta base sans avoir des problèmes de clés primaires, c'est à tester, quoi. Il y a certains qui font ça. C'est vraiment le but, c'est on parle vraiment dans un contexte d'entreprise, donc le but c'est vraiment de rétablir au plus vite le service pour vos clients. Donc si c'est la méthode la plus rapide pour toi pour restaurer la base de données, oui, c'est sûr. Donc après, au niveau de mon expérience de mon côté, donc je vais vous raconter une autre histoire sur le legacy. Moi, j'étais tranquillement avec mon téléphone d'astreinte, en plongée dans les eaux claires du Cap d'Antibes, et donc je profitais tranquillement d'un verre à la main au bord de la piscine. Soudain, j'ai mon téléphone qui sonne, je reçois un message sur Slack. À la lecture d'un mot, ça me glace mon sang, mon corps se raidit. En effet, nous avons des soucis dans le legacy. Donc je trouve que cette image est très représentative d'un environnement legacy. Ayant eu le transfert d'ownership de l'infrastructure, la documentation n'est pas complètement, c'est un début de documentation. Je trouvais cela de mauvais augure. Le problème semblait disparaître dès que j'ai relancé un service sur l'un des nœuds du data lake. Donc pour l'instant, j'ai rétabli mon service à mes clients, ça fonctionne. Après un copieux déjeuner comme celui qu'on a eu ce midi, un petit plongeon dans la piscine et le téléphone d'astreint retentit à nouveau. Donc l'incident devient, selon la définition de dit-il, un problème. Donc là, je suis en train de me dire, bon, je sais, il faut juste restarter le service. Après, est-ce que je vais investiguer dans le legacy, voir quelle est la ligne d'erreur, quel est le code qui ne marche plus? Suite au problème que j'avais eu le matin, j'avais envoyé un mail au développeur en demandant est-ce qu'il y a eu une MEP dernièrement, histoire de m'aider à la résolution. Et j'étais un peu dans ce contexte-là, de ce joli schéma, où je me dis, bon, le legacy, on ne le connaît pas trop, c'est comme une grotte, c'est de l'exploration, et il faut aller creuser pour trouver son trésor, mais ne pas creuser une nappe phréatique. Donc, comment
je vais pouvoir me dépatouiller à réparer le problème sans, sans casser quelque chose de plus important et avoir éventuellement une réaction en chaîne. Donc, après la lecture des logs de la machine concernée, je remarque que le problème est causé à cause d'une saturation de la pool de connexion. En effet, bon, si je vulgarise, mon serveur peut prendre 1000 connexions à la fois. Bah, au bout de la 1001e, désolé, le 500, je ne peux pas traiter ta demande parce que je suis actuellement en train de traiter 1000 autres. Donc, le souci, c'est la pool de connexion. Donc, soit je pouvais l'étendre, soit voir avec mes développeurs pour corriger cela. Après, comme c'est du legacy, est-ce qu'ils vont agir rapidement? Est-ce que les personnes qui ont travaillé dessus sont encore dans l'entreprise? Donc, j'étais un peu dans cette problématique en absence de changelog de la production, je me suis dit, je vais partir sur un workaround. Et l'idée, c'est est-ce que je augmente le délai et donc ça va se produire un peu plus tard, ou vraiment je fais la résolution définitive de ce problème. Donc j'ai opté pour la méthode KISS. Donc si vous connaissez, mettez un pouce bleu. Après une dizaine d'occurrences du problème, j'installe une sonde qui va checker toutes les 5 minutes la connectivité de mon serveur. Donc pour voir si mon serveur répond bien. Et dans le cas contraire, si ça ne marche pas, j'ai mis un timeout de 10 secondes. S'il ne répond pas, je redémarre le service et voilà, le service est rétabli. En plus, ça met 1 seconde à redémarrer, quelques secondes. Donc c'est plutôt bien. Les clients sont contents et j'ai corrigé le problème. Pour information, depuis 1 an, ce cron tab il tourne et a restauré une centaine de fois la connectivité avec le serveur. Donc, j'ai plus eu de téléphone d'astreinte qui concernait ce service-là et ce problème-là. Dans l'idéal, je suis d'accord, il faudrait que le développeur qui ne ferme pas sa connexion me le dise et met à jour son code pour vraiment bien nettoyer les connexions en cas d'erreur, par exemple. Mais côté sysadmin, moi, j'ai le résultat attendu. Donc, KISS, c'est Keep It Simple Stupid, ou ça peut être aussi dit en variante super simple. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est vraiment, moi, j'aurais pu faire ça en Go, en Java ou en Ruby, n'importe quel langage, mais j'ai fait ça en Bash parce que, voilà, plus bas niveau, je fais juste un petit test en telnet, je regarde si la connexion fonctionne, si la connexion fonctionne, ok, j'ai rien à faire. Sinon, un petit restart, et voilà. Et donc, le legacy, quand j'étais à Orange, dans la région de Sophia Antipolis, pour ma mission avec Amadeus, les personnes d'Orange me disent, c'est très simple, le legacy, c'est TPCM. Traduction, touche pas, c'est magique. À ce sujet-là, j'ai une connaissance qui lui arrivait, cette fameuse chose, vous savez, un petit ordinateur dans un coin, sans écran, qui fait du bruit, dans un bureau limite fantôme. Ça s'est produit à Lyon, dans une autre entreprise que la mienne. Et donc, cette personne-là, une connaissance, étant assez sensibilisée avec l'écologie, elle se dit, bon, ce soir, si personne l'utilise, je coupe. Donc, elle fait ça, elle débranche l'ordinateur, elle le met dans un coin, et le lendemain, son chef de service le convoque. Il venait de débrancher le serveur de la TPE. Donc, depuis ce jour-là, au lieu de mettre ça dans un tour serveur, ils ont juste pris un bout de papier, ce clipart-là, ils l'ont donc le serveur donc ce garçon qui sert un plateau, ils l'ont collé sur la machine en disant bah, ne touchez pas, attention serveur. Ça fait penser aussi à un autre tweet que j'ai vu il y a quelques jours, ce genre de choses quoi. C'est une image que j'ai vue sur Twitter. Faut pas y toucher, sinon ça peut couper des services. Oui, il faut espérer que la femme de ménage ne débranche pas les câbles et que le post-it, oui, limite, faudrait mettre dans une petite boîte l'armoire classique qu'on a l'habitude de voir dans les data centers où
ou dans les petites entreprises, parce que c'est vrai que ce problème-là, ça peut se produire n'importe où et ça peut faire perdre de l'argent à la TPE. La personne souhaitait bien faire, elle voyait sa petite tour qui faisait du bruit pour rien, donc c'est une très bonne idée de dire bon, ok, allez. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Ah, ouais, il faut espérer. Et il faut aussi faut que le MacBook ait un petit ventilateur. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont des soucis avec les dernières versions des MacBooks. C'est un peu dommage. Donc, ils sont là obligés de rajouter un ventilateur pour maintenir le serveur à une température normale. Autre illustration que j'ai eue pendant le confinement, oui, je pense que c'était pendant le confinement. Donc, un mardi matin, le 12 mai, je suis tranquillement en télétravail. Et mon beau-père me dit que sur son ordinateur, il fonctionne plus mon Doctissimo, là, les ordinateurs pour que les vieux puissent faire de l'Internet, alors qu'il consultait Marmiton. Il se chope une petite erreur 503. Moi, je trouvais ça bizarre, sauf s'il avait cliqué sur une pièce jointe qui marchait pas bien, mais je me suis dit, attends, j'ai mon ordinateur pro, un petit coup sur Marmiton, je vais voir si le problème est général ou pas. Et là, vous avez capture d'écran, que ça soit Marmiton ou Dev2, j'avais une fameuse erreur bizarre, connection failure, une erreur à la vanish ou fastly error. Et donc je dis à mon beau-père que c'est pas son ordinateur qui bug, faut pas en racheter un nouveau, il peut le laisser, il faut attendre, que c'était un problème mondial. Et cette panne massive avait touché une partie de l'Internet mondial. Donc, il y avait The Guardian, The Financial Times, le New York Times, Le Monde, des sites web comme Dev2, Reddit, Twitch, Amazon, PayPal, ou même des sites institutionnels comme ceux de la Maison Blanche ou du gouvernement britannique ne marchaient plus à cause d'une panne. Les visiteurs étaient accueillis par ce petit message 503, service not available, qu'on voit de temps en temps. Et donc, ce problème semblait être généralisé et lié à une plateforme de cloud computing et donc plus précisément de réseau de diffusion de contenu, qu'on appelle ça un CDN, Fastly. Donc Fastly, en d'autres termes, quand vous utilisez, on va prendre un site, par exemple Reddit, via votre navigateur depuis la France, votre demande pour télécharger le contenu ne va pas systématiquement traverser les câbles transatlantiques, mais c'est très souvent un CDN qui fait ça, donc qui va vous transmettre un CDN, que ce soit en France ou en Europe, qui va vous transmettre plus rapidement l'information des pages que vous avez besoin. C'est une sorte de cache général. Et donc, c'est très connu, il y a un trio de tête, que ce soit Akamai, Cloudflare ou Amazon CloudFront, qui sont là-dessus, qui sont ce trio de CDN. Et Fastly, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a été fondé en 2011 et c'est rentré en bourse en 2019. Et donc, eux, même sur leur site, comme vous pouvez le voir, bah, ok, bon, erreur vanish, mais en gros, ça a l'air d'être problématique, ça vient de Fastly. Et sur Twitter, on pouvait lire, nous avons identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations dans nos points de présence au niveau mondial. Nous avons actuellement désactivé cette configuration. Le réseau va revenir tranquillement en ligne. Donc, ça a duré une 50aine de minutes. Un petit exemple rapidement, une petite illustration. Je ne vais pas la passer en détail, c'est plus pour les personnes qui souhaitent savoir. Il y a un très bon schéma de nos amis de Microsoft qui ont fait comment fonctionne le CDN. Je vous laisserai cliquer dessus. Donc, désolé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Internet est beaucoup basé sur ces briques. Si vous avez assisté ce midi à briques de cloud, on a parfois ce fonctionnement où tout fonctionne, mais on découvre qu'il y a un talon d'Achille dans Internet, que ce soit le CDN, le DNS ou d'autres technologies qui sont anciennes, qui sont comme l'électricité. C'est quelque chose qui disparaît, on appuie, ça fonctionne. Donc on peut remarquer, on le voit très bien même dans le schéma, que les CDN, c'est en quelque sorte un SPOF de l'infrastructure distribuée, multisite, multirégion,
À ce sujet, pareil, mettez un pouce si vous connaissez les SPOF, sinon je vais expliquer. Bon, le mieux c'est que j'explique. Les SPOF, c'est vraiment donc un petit service qui est là, qui est un bottleneck et il n'est pas en achat pour height availability. Et donc, si ce service, cette petite machine, par exemple, on va prendre le serveur de la photo précédente, si le Mac il se ferme, ça marche plus. Tout le réseau de l'entreprise ne marche plus. Donc c'est ça les SPOF, c'est quelque chose qu'il faut traiter en priorité pour éviter et pour avoir de la redondance. Donc peut-être le protocole Internet avec les CDN, on va voir des améliorations dans le futur. En effet, on peut penser que HTTP 3 qui va bientôt sortir, qui est en cours d'élaboration, ou HTTP 4 va permettre de fixer ces problèmes. C'est intéressant d'éviter de faire des communications transatlantiques. Néanmoins, il faut trouver un trade-off, comment, en cas de perte de service, comment remonter l'information. L'autre chose qu'on peut remonter, comme vous l'avez pu le voir sur les captures d'écran précédentes, c'est que les 403, c'est des messages tout à fait classiques qu'on peut voir sur Apache, sur Nginx ou Vanish. Et Fastly, qui est le CDN, il propose de les adapter, de les customiser pour le site. Donc au lieu d'avoir un message vraiment en noir et blanc, vous pouvez quand même faire un petit CSS, expliquer qu'actuellement il y a un souci, que vos équipes sont en train de travailler dessus, plutôt qu'un mot barbare. Et là, j'avais mon beau-père, il était à 2 doigts de jeter son ordinateur parce qu'il ne marchait pas. Donc, quand on prend le post-mortem de Fastly, il s'explique que c'est un client qui leur avait proposé de corriger un bug, donc en 2012, non 2012, le 12 mai, et ça a été implémenté voilà, en juin. Mais c'était vraiment quelque chose qui a été demandé. Donc peut-être, là, on peut se dire, bon, en vue de cette lecture, ok, ça a duré 49 minutes, mais eux, ils sont en bourse, donc ça peut faire chuter le cours de la bourse. C'est assez délicat, ce genre de problème. Est-ce que ça n'a pas été trop escaladé, ce problème-là du client qu'ils ont eu? C'est quelque chose qui peut se poser en interne. Donc de mon côté, les petits conseils que je peux donner, donc c'est personnaliser les messages d'erreur, parce que ça fait vraiment pas très pro d'avoir une erreur 503 en noir et blanc. On se croit sur un VT100 ou un S400. Tester les demandes clients, donc avoir des systèmes de staging, éventuellement une plateforme Red Black. Donc l'idée, c'est d'avoir sa prod et d'avoir un autre environnement à vous, par exemple la staging, qui est directement relié au trafic de prod. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a un effet de bord, s'il y a un problème. Et également tester les procédures du Lightning Runbook pour établir au plus vite le service. On va revenir sur mon petit legacy. Donc, toujours la même chose, mon téléphone d'astreinte sonne. Donc, nous avons eu un souci avec l'une de nos applications satellites de notre data lake sur le legacy. Donc, cette belle petite photo. Le restart du service n'est pas suffisant. Même l'application, bon, c'est pas suffisant, ça marche pas. Quand j'investigue dans les logs, je vois Zookeeper déconnecté, reconnecté, suspended. Donc je me dis, tiens, c'est éventuellement un souci de Zookeeper. Je me connecte sur le cluster Zookeeper. Pour répondre rapidement à la question de Yannick, le blue-green, c'est quelque chose qu'on fait en V1, V2 pour de la dev. Le red-black, c'est quelque chose qu'on fait avec la prod et le trafic de prod. Le blue-green, tu vas jouer un jeu de test dessus. Le red-black, c'est plutôt, tu vas splitter le tuyau. Et donc, tu peux faire ça avec Istio, avec un autre outil. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ton trafic de prod, le mettre sur la prod et la mettre sur notre environnement qu'on va appeler la black, qui est là en mode shadow. C'est pour ça qu'il y a l'histoire red, qui est la prod, et la black, qui est cette infrastructure de l'ombre, mais qui va recevoir l'application cliente, le trafic du client, mais qui ne va pas répondre au client, mais qui va être analysé par les équipes de développement ou les équipes sysadmin. Comme ça, on peut avoir le retour du développement. Pour revenir sur mon legacy, donc j'ai ce souci de Zookeeper et également les GC logs que je remarque. Donc il y a eu ça me fait penser à un crash de JVM. Donc on a doublé la heap size.
On gagne un peu plus de temps, on passe au lieu de 20 minutes de cracher, ça met 40 ou 60 minutes. Donc on double la stabilité de ce service, mais bon, c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout qu'au bout de 40 minutes, nos clients reviennent nous voir, ça marche plus. Bon. Après, on peut aussi tuner la JVM. Il y a une très belle conférence qui a été donnée à la Riviera Dev par Philippe Bempel de chez Criteo, qui explique comment comprendre les garbage collector, donc les latences basses du garbage collector sur Java. Donc je vous recommande, c'est quelque chose de bon. Après un repas, c'est compliqué à expliquer, donc c'est pour ça que je vais vous laisser les liens et vous pourrez regarder cette belle conférence. Mais je me suis dit, sur du legacy, commencer à faire du tuning de JVM, c'est un peu overkill, c'est pas du tout du KISS. Donc c'était un sujet que Jean-Philippe avait poussé même également au perf User Group de Paris sur un format de 2 heures. Et donc, dans le monde Hadoop, on est encore sur cette ancienne version de Java 8. Et je regarde plutôt au niveau du back-end, je me rends compte que c'est une DB RocksDB qui tourne et elle fait plus de 128 Go sur une petite machine. Je me dis, bon, normalement, c'est juste un outil de query, il ne devrait pas monter aussi haut. Qu'est-ce qu'il stocke? Ok, il stocke des métadatas, ok, il stocke un peu de cache pour de la performance, mais stocker autant de choses, c'est impressionnant. Et donc, je vais comme ça dans l'exploration, je regarde un peu le bash history pour savoir si mes prédécesseurs avaient fait des choses. Et là, je remarque qu'il y avait des scripts propriétaires de l'outil, qui s'appelait Dremio, qui permet de cleaner, de supprimer les orphelins, de réindexer cette base de données. Donc là, je dis au métier, bon, je vais devoir laisser ce script tourner. C'est la première fois que je le lance. Il va cleaner ce qu'il faut dans la DB. C'est quelque chose qui a été fourni par l'éditeur du logiciel. Donc, on va espérer qu'après, la JVM va mieux se comporter avec cette DB plus. En gros, c'est un peu de la fragmentation si on prend Windows 95, quoi. Donc, je fais ça. On me dit c'est un peu trop long, tu peux pas relancer le service. Je relance, ça marche pas. Donc, je lance ce cleaning le soir, toute la nuit. Et le lendemain, je relance et le service a été restauré. Tout fonctionnait bien et je me suis dit, bon, à partir de 128 Go de cette DB-là, ça commence, on atteint un peu les effets limites. Donc, je discute avec l'éditeur et je me rends compte que ils ont un bug qu'ils ont corrigé dans une version plus récente. Donc, quand nos clients feront la migration de la plateforme Legacy sur la nouvelle, ils auront plus ce souci-là. Et donc, ce script, il tourne de manière hebdomadaire sur la prod pour fluidifier et éviter ce problème. Mais j'aurais pu partir sur du tuning de JVM, mais on ne sait pas si ça aura résolu le problème. Donc, des fois, toujours penser KISS, on y va, on essaye de rétablir plus vite et si le problème ne se produit plus, tant mieux. On va parler un peu de l'effet de blast effect, donc l'idée de la défragmentation quand on a dans les explosions. Donc Zookeeper, comme j'en ai parlé dans mon Legacy il y a quelques minutes, c'est quelque chose qui est utilisé en même temps que notre outil de data lake, donc Hadoop. C'est vraiment la base de beaucoup de systèmes distribués. Kafka l'utilisait avant la version 2.8, donc c'est quelque chose qu'ils ont mis du temps à enlever. C'est l'ancêtre de Consul etcd, si vous connaissez. C'est un key value store historique, donc l'idée c'est d'associer VM1, master, VM2, slave, du moins. Maintenant on devrait dire main et secondary. Ça a vraiment de très bons résultats aux tests Jepsen. Jepsen, c'est des tests qui ont pour but de casser votre database. Donc, ils sont plutôt bien résilients à ces tests-là. Et les avantages, c'est de pouvoir watcher les changements sur une arborescence donnée, avoir la notion de nœud éphémère, de session. Donc, si on perd la session, on recommence. Et donc, dans le cas, là, je vais vous présenter un schéma qui est issu de, pareil, de toujours avec les GC qui ont pété ma prod. Ça s'est passé chez Elasticsearch, plus précisément Elastic Cloud. Et donc, Zookeeper était leur SPOF au milieu de toute cette infrastructure. Et ils ont eu un petit souci, comme peut-être des lenteurs réseau, je ne sais pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu commencé à avoir une augmentation CPU sur le nœud Zookeeper.
Et il est utilisé, comme vous pouvez le voir dans le schéma, à la fois pour écrire les plans de déploiement, à la fois pour agir sur l'infrastructure, à la fois pour récupérer les demandes clients, pour router les demandes. Et donc, le Zookeeper a commencé à avoir trop de CPU. Donc, d'un coup, il a dû commencer à faire du GC. Donc, le garbage collector qui est là pour nettoyer la machine commençait à nettoyer. Du coup, Zookeeper avait des difficultés à communiquer avec toute cette infrastructure. Du coup, il y a des user consoles, il y a des allocators et des proxys qui ne voient plus Zookeeper. Donc, ils n'arrivent plus à communiquer avec avec leur key value store. Et ils ont commencé à reconnecter. Donc, ça fait encore plus de charge. Et donc là, on a vraiment un effet de déflagration parce que d'un coup, les clients ne voient plus leur plateforme. Donc, peut-être ils peuvent redemander de redéployer une plateforme sur ce Zookeeper. Et on peut le voir aussi chez Criteo. Ce qui se passe, c'est que quand un service comme ça est surchargé, il a des difficultés à revenir parce que dès qu'il est up, automatiquement, il se récupère toutes les connexions et tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont corrigé un bug au niveau des sessions. Il fallait de garder un peu un cache et de ne pas aller en permanence récupérer l'intégralité des informations sur le Zookeeper. Et ils ont aussi patché leur outil de communication Java avec Zookeeper. Donc là-dessus, ce qu'on peut dire, si je passe à la slide suivante, c'est analyser les temps de réponse des API, avoir un système d'automatisation. Donc eux, ils ont vraiment très bien fait. Il y a l'ouverture automatique dès qu'il y a un incident d'une war room sur Teams. Ils ont un Google Doc qui est ouvert automatiquement, donc chacun peut écrire. Donc ça permet, s'il y a une rotation d'équipe d'astreinte ou avec les devs, au moins on a tout l'historique. Maintenir ces versions à jour pour gagner les bug fixes, comme je vous expliquais, que ce soit avec mon exemple sur le Legacy ou avec Elasticsearch, peut-être le patch était disponible. Il fallait juste le rétrofiter ou mettre à jour. On peut éventuellement aussi mettre en place un circuit breaker. Donc l'idée, c'est quand on a les API, on passe par un système qui vient regarder si l'API fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'envoyer le trafic. Et donc de dire, pour l'instant, le service n'est pas disponible. Réessaye dans quelques secondes, dans quelques dizaines de secondes, pour éviter de saturer le service. Donc le circuit breaker, il a trois modes. Il a le mode le circuit ouvert, le circuit ouvert s'il n'y a plus du tout s'il fonctionne plus. Donc il dit non, désolé, le serveur marche pas, donc je ne peux pas te répondre à ta requête. Et donc c'est pas le serveur qui répond, mais le circuit breaker qui répond au client. Soit il est à demi ouvert, donc par chance ça va passer, peut-être par chance ça va attendre. Et le circuit est fermé, donc ça signifie que le trafic fonctionne normalement et le serveur peut répondre à vos requêtes. Il y a aussi le système de warm-up. En effet, là, quand le Zookeeper, ils l'ont rétabli, ils ont dû couper un peu plein de services pour dire ça c'est critique, je relance, puis après c'est ça, puis après le monitoring, je peux le lancer un peu plus tard, parce que sinon, en permanence, Zookeeper, il allait faire du GC, il allait à nouveau réatteindre le pic, donc un peu comme si vous êtes un peu ancien, le mode diesel sur les voitures, attendre que ça démarre. Et éventuellement faire du chaos monkey comme chez Netflix ou analyser les effets de bord sur les applications. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, j'en vois pas. Tac. Oui, Anthony, je suis d'accord avec toi. La brique de tente de Google avait été aussi un bon problème. Un autre post-mortem que j'ai beaucoup aimé, qu'ils ont parlé durant Devoxx, il y a quelques années, c'est chez Criteo. Eux, ils ont atteint la limite technologique de Hadoop. Il y avait trop de fichiers. Donc déjà, là, ils ont un incident qu'on peut le voir. En un jour, il y a un script qui a dû bugger, ils ont créé beaucoup de blocs. Et donc là, ils ont vraiment atteint la limite de Hadoop. Hadoop n'arrive pas à répondre. Donc ça se produit le 18 février 2018. C'est Criteo qui perd l'ensemble de son data lake. Et un peu par malchance, c'est une personne d'astreinte qui est newcomer, qui vient juste de faire sa première astreinte. Et le temps qu'elle se rende compte de l'ampleur de l'incident, il y a déjà un petit retard dans la mise en place de l'équipe qui vient venir la supporter, les seniors développeurs qui vont être réveillés, qui vont
être d'astreinte le samedi parce qu'il faut rétablir. Criteo, c'est une entreprise qui travaille sur les publicités en ligne et ils utilisent leur data lake pour trouver la meilleure pub à afficher à leurs clients. Donc, quand ce service marche pas, ils peuvent pas se faire payer, quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait ça, pour rétablir le service quelques 40 heures après, ils ont dû interrompre tous les name nodes du cluster Hadoop, augmenter la heap size pour le démarrage des name nodes. Ils ont dû redémarrer un par un le temps que le premier serveur retrouve ses petits, reconstitue sa DB, puis après le deuxième, ce genre de choses. Puis après, ils ont fait un peu le mécanisme que je vous ai présenté tout à l'heure, redémarrer les RPC, donc les communications, puis après les services, puis finalement celles de vos clients. Et ils ont dû investiguer sur l'ensemble des dégâts, des datas qui ont été créées. Est-ce que c'est un bug? Et supprimer aussi toute la donnée superflue parce que tant qu'ils restent sur cette version d'Hadoop qu'ils ont actuellement, bah, ils connaissent la limite. C'est un peu comme mon problème de RocksDB. Au bout de 128 Go, bah, le service, il marche plus très bien, il tombe assez facilement. Donc ça s'est produit ça le vendredi soir jusqu'à dimanche à 1h du matin. Il y a eu 5 personnes qui ont été mises en place sur 36 heures et en tout, il y a une vingtaine de personnes. Donc, c'est ce qu'ils ont transmis dans leur retour d'expérience chez Criteo. Donc, pour éviter ce genre de soucis, il faut essayer de pousser à bout les outils pour faire des tests de perf et pour savoir un peu de manière heuristique durant nos benchmarks, savoir jusqu'à où notre solution peut contenir en nombre de connexions ouvertes, en nombre de connexions par seconde. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Pour les newcomers, ça peut être aussi intéressant d'avoir la mise en place de roleplay, donc de communication pour les clients. Pour les newcomers, donc savoir comment rétablir le service quand il y a ce genre de problème, quand c'est Zookeeper, quand c'est Hadoop, comment le rétablir au plus vite. Je vous présenterai un outil à la fin. Donc voilà, l'état de performance, je viens de vous en parler. Voir les monitoring de KPI iOS, savoir là la JVM, elle est un seuil, donc être alerté. La mise en place de sondes applicatives. Et pour ce qui est critique en prod, avoir des serveurs de délestage, parce que là, par exemple, c'est de la prod pour les clients. Quand c'est je sais pas, du machine learning, de la pré-prod, mettre ça sur un autre service, par exemple. NewsBlur, eux, ils ont eu un souci sur leur DB. Le développeur s'est connecté, d'un coup, il voit, comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, toutes vos données ont été backupées. Il faut payer des bitcoins pour les rétablir, sinon tout a été droppé. Et ça, il l'avait vu ici, juste un peu avant dans les logs, où il se rend compte qu'il y a eu un drop, quoi. Et là, c'est vraiment pas du tout un souci de. Pour l'instant, Twitch, on ne sait pas trop comment ça s'est fonctionné, mais c'est pas un souci du newcomer, surtout comme c'est une startup, c'est assez récent. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a déployé la nouvelle version, la V2, avec les mêmes credentials que la dev. Et la dev, par défaut, comme c'est sur son développement, son ordinateur perso, bah, il développe avec une DB où il n'y a pas de mot de passe. Et donc, il avait déployé en prod cette configuration-là de la dev. Et donc, l'attaquant, s'est juste connecté en MongoDB, il a fait un drop et voilà. Et il a backupé juste avant les DB pour, en gros, c'est des ransomware et là, il parle de GDPR et tout ça. Et donc, la personne fait ici un post-mortem de comment il a restauré, il avait un backup qui fonctionnait et comment donc le backup lui a sauvé sa startup. Sinon, au bout de plusieurs jours, je pense que les clients auraient abandonné de continuer à payer ce genre de service. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les backups sont vraiment importants. On a eu, pas plus tôt qu'hier, Twitch. Donc là, je ne vais pas pouvoir me présenter intégralement dessus parce qu'on n'a pas encore suffisamment de retours. Mais ça a été une grosse histoire. Est-ce que c'est un backup qui a été leaké? Est-ce que c'est quelque chose, une attaque? On va laisser les prochains jours pour savoir. Et donc, une autre chose, là, par exemple, MongoDB. Le problème de MongoDB, maintenant, c'est que c'est plus le cas dans ces versions actuelles, mais dans les premières versions, il n'y avait pas de mot de passe. Donc, si on ne sécurise pas l'outil,
C'est comme sur Kubernetes, si on ne sécurisait pas, bah, par défaut, tout était accessible, donc il ne fallait pas exposer ça sur Internet. Donc il faut faire attention quand on veut utiliser des technologies modernes, toujours se poser la question, est-ce que ma techno est sécurisée? Donc un très bon talk de Quentin Adam, qui va donner le speech final demain soir. Voilà. Donc là, c'est ACD. Là, si la personne aura fait un peu attention, si c'était de manière peut-être automatisée, la configuration de dev ne serait pas présentée sur le déploiement de prod. On peut aussi faire du DevSecOps, donc se dire, bah, est-ce que je peux tester si ma DB, avec nos passwords, j'arrive à me connecter, avec admin, ce genre de choses, et donc faire des petits jeux de test juste pour tester la sécurité de votre infra. Et donc, le jour au lendemain, si un déploiement se passe mal, automatiquement, votre fonds va dire j'arrête votre déploiement parce que là, admin, ça fonctionne. Donc, il ne faut pas déployer la V3, ça stoppe le build, quoi. Et aussi, donc l'isolation dev prod. Tac. Au niveau DNS, donc pour certains, DNS, ça veut dire Disaster Nominal Sources. En effet, si on prend Slack, il n'y a même pas une semaine, donc jeudi dernier, ils ont eu un souci. D'un coup, leur DNS ne marche pas. Alors, ce qui a été particulier, c'est qu'ils ont demandé aux clients de changer leur DNS. Donc, c'est une action assez compliquée à réaliser et peut-être pas forcément la meilleure. OK, ça rétablit Slack pendant l'outage, mais il faut peut-être aussi communiquer là-dessus sur comment rétablir la configuration ancienne. Donc, remettre le DNS de votre FAI, remettre un DNS dans lequel vous avez confiance. Donc, il y a le lien du post-mortem. Donc, parce que en effet, le DNS, c'est pour résoudre le nom de domaine, donc par exemple facebook.com, et savoir quel IP derrière pour savoir sur quel serveur aller communiquer. En effet, bon, là, je le vois même, c'était écrit tout à l'heure BGP. Non, BGP, ce n'est pas Bring Gap Protocol. C'est plutôt Border Gateway Protocol. L'idée, c'est pour les gros routeurs d'Internet, définir des routes un peu comme ça existe dans le peer-to-peer. Donc, c'est vraiment savoir, bah, là, j'ai envie d'aller sur, je sais pas, je suis à Lyon, j'ai envie de communiquer avec Lille, bah, faut que je passe par le routeur de Paris pour aller après sur la Blackbone pour aller sur Paris, sur Lille. Donc, c'est ça, cette idée, c'est d'avoir la notion de route. Et ce qui s'est passé, c'est durant une MEP de Facebook, après à communiquer dessus, durant une mise en place d'une configuration, ils ont révoqué ces routes. Et donc, on pouvait même plus communiquer avec le DNS de Facebook pour savoir avec quel protocole communiquer, avec quel serveur communiquer. Donc, pour débunker un peu ça, je vais utiliser un peu Guildford. C'est une mauvaise configuration qui, pendant 6 heures, vous a empêché de faire du WhatsApp, du Instagram, du Facebook. Il y a plein de sujets, il y a plein de lectures à ce sujet. Quand je vois le temps qui passe, je ne vais pas pouvoir expliquer complètement en détail. Donc, dans mes slides, vous pourrez cliquer, voir un peu plus en détail. Mais on le voit sur le schéma ici en bas à gauche, que avant on pouvait donc communiquer. Facebook était joignable par beaucoup de routes. Et là, d'un coup, il y avait qu'une seule route qui permettait de joindre Facebook. Donc, si votre demande ne passait pas par ce routeur-là, vous étiez incapable de rejoindre ce Facebook, quoi. Donc un sujet très intéressant. Je vous laisse tous ces liens. Donc il y a Covid Tracker, il y a Cécile, il y a Julien Evans. Oui, je recommande les zines de Julia parce qu'ils sont vraiment excellents. Ils vous expliquent de manière très vulgarisée comment fonctionne le HTTP, comment fonctionnent les protocoles, comment faire du TCP dump. C'est vraiment pratique, je vous le recommande. Autre chose qui peut être bizarre, c'est leur TLS. En gros, le time to leave chez Facebook, leur time to leave est de 5 minutes. Donc, on bénéficie même pas du temps d'avoir un cache parce qu'ils ont vraiment voulu mettre ça au plus court. Donc, quand l'incident s'est produit, ils n'avaient même plus de cache sur tous les services, comme vous avez pu le voir au niveau des routes, parce qu'au bout de 5 minutes, voilà, ils ont disparu. Et il n'y en avait pas. Donc là, on voit sur le schéma, c'est complètement injoignable parce que Facebook /DNS ne marche pas, /A non plus, DNS, /NS, name server. Donc on n'avait pas à communiquer avec le name server de Facebook.
Ça a été très problématique. Zuckerberg s'est retrouvé avec 6 milliards en moins. Ça fait moins 5% dans leur dans le cours de la bourse de l'action de Facebook. Et l'autre chose, ça a aussi impacté Cloudflare avec leur DNS 1.1.1. Ils ont vu, quand il y a eu ce problème de Facebook, leur trafic, leur query DNS a été multiplié par 30. Parce que les personnes ne veulent pas accéder à Facebook, ils rafraîchissent. Et donc, si ton time to leave était déjà expiré, tu refais une communication DNS pour savoir, s'il vous plaît, quelle est l'IP associée à Facebook. Et comme on n'était pas joignable, et donc on recontactait le DNS à chaque fois pour savoir, un peu comme un annuaire téléphonique. C'est comme ça que fonctionne le DNS en mode vulgarisé. Là, pareil, comme là, je prends Verge, un magazine américain qui disait, change ton DNS, mais 888 ou 111, mais déjà, premièrement, Google et Facebook, Google et Cloudflare n'avaient pas la résolution non plus. Et c'est pas une bonne pratique parce qu'au niveau sécurité de la vie privée, ça va passer par ces DNS-là. Donc, une fameuse image qui date de 2016, mais qui est toujours d'actualité. Même l'IoT a été impacté, donc les personnes ne pouvaient plus badger et ne pouvaient plus rentrer dans leur bureau. Donc, une solution que je peux vous proposer, c'est d'avoir un système de split, donc d'avoir plusieurs IP et chacun selon son trafic. Par exemple, là, dans mon projet d'IoT, si les clients ne peuvent pas afficher les températures des salles sur un instant T, c'est pas un problème. Moi, ce qui compte, c'est ce trafic-là, de recevoir les informations de tous mes capteurs. Bref, identifier dans votre architecture qu'est-ce qui est le plus critique et qu'est-ce qui doit être en permanence en SLA 999. Un autre schéma un peu plus visuel. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas voulu passer tout par le même load balancer. Comme ça, si la partie gauche tombe, la partie droite continue à fonctionner et inversement. Donc, comme vous expliquez, les DNS, il ne faut pas les changer, c'est pas une bonne idée. La séparation des préoccupations. Donc, vraiment avoir cette notion de qu'est-ce qui est, comme la QoS en bas, c'est vraiment privilégier les flux importants de votre entreprise. Avoir plusieurs IP, éventuellement plusieurs noms de domaine, parce que là, Facebook utilisait qu'un seul nom de domaine, c'est pas une bonne pratique, c'est mettre tous les œufs dans le même panier. Et là, ils ont validé un changement au niveau network en se basant sur leur système d'audit, mais l'audit n'a pas dit ça va causer un problème. Et donc, ils ont dit tout leur pipeline de CI/CD est vert, donc go. Et voilà le problème qu'il y a eu. Vu le temps, je ne vais pas pouvoir parler de SplitBrain de chez GitLab, qui est entre le database de Ouest et Est. Je vous laisse le lien qui sera disponible sur mon site web, les slides, et comme ça, vous pourrez lire ce joli problème qu'ils ont eu, très visuel, comme vous pouvez le voir, un post-mortem très intéressant. Donc, on va passer sur la conclusion. Donc, en bref, comme le cas de Elliott, ne pas faire une culture de blame. En effet, la personne qui a commis l'erreur, qu'elle soit newcomer ou senior, le problème, c'est plutôt sur le process. Peut-être il y a eu un souci dans le process. Pourquoi les données de prod ont été disponibles sur une page Confluence? Est-ce qu'on ne doit pas les restreindre? Pourquoi la personne elle a fait ça sans une supervision? Pourquoi la QA n'a pas fonctionné les tests end-to-end? Donc la QA, j'en ai parlé. Les tests de Chaos Monkey. Vous pouvez former vos équipes, donc on appelle ça les game day, éventuellement le vendredi après-midi, parce que le vendredi après-midi, on ne prod pas. Testez fréquemment vos backups et de préférence en dehors d'un Google Drive pour vos données médicaux. Et donc, mettre à jour toujours faire du CI/CD, du DevSecOps sur le CI/CD. Ainsi que implémenter et monitorer toutes les métriques qui sont issues d'incidents. Là, par exemple, j'ai eu mon problème sur le garbage collector, la pause, faut l'implémenter. Donc voilà un outil que je vous présente, Wheels of Misfortune, qui vous permet d'avoir un ensemble d'incidents. Là, il y en a 8 que vous configurez et on va dire aujourd'hui, on va tester. Incident 6. Là, erreur 500. Comment on résout le problème? Vous avez un chronomètre et vous allez, si vous avez un IT runbook, dérouler la procédure de l'IT runbook ou dire, là, je n'ai pas ce cas-là, je vais étudier comment résoudre l'incident, comment rétablir mon service web. Le cas de Zookeeper, voilà, documenté. Donc, c'est un outil qui est en ligne, qui est disponible sur GitHub.
Amusez-vous. Et voici l'ensemble des incidents dont je vous ai parlé, donc les post-mortem. Voilà. Comme on est à Cloud Nord, voici quelques vouchers si vous voulez les utiliser sur OVH Cloud. Et donc là, comme je vois le temps, je vous laisse quelques instants pour prendre les codes, pour faire une capture d'écran. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, merci David, en tout cas c'est super intéressant. N'hésitez pas à lui mettre un petit feedback, je vous ai envoyé le lien, je vais vous le remettre. Comme ça, je lui partagerai, lui dire si c'est bien, ça fait toujours plaisir. Et s'il y a des points d'amélioration, vous pouvez lui dire aussi. Tout à fait. Ensuite, j'ai vu, il y a quelqu'un donc je crois que c'est Kerati, tu peux remonter dans le chat. C'est vers 15h. À 15h pile, elle a envoyé au passage, vous cherchez pas des apprentis en dev pour le deuxième année de BTS chez OVH, du coup. Est-ce que tu peux répondre à cette personne? Je vous propose d'aller sur carrière OVH Cloud. Je pense que l'équipe RH sera avec plaisir va prendre ta candidature et va étudier si c'est faisable. Hein. Ça dépend des cities. À Lyon, j'en ai pas écho. Peut-être à Roubaix, c'est un autre cas. Donc, excellente question. Je te laisse contacter les équipes RH pour voir si c'est réalisable. N'hésite pas à me pinguer si besoin. Si tu veux peut-être partager, peut te contacter sur quelle plateforme? Sur Twitter? Est-ce que tu as un Ouais, Twitter à là, partager, un LinkedIn? ouais, À la limite pour les Twitter, je personnes. l'ai un petit peu au-dessus là d'Adideo. C'est comme Voilà. Galileo, mais avec des dés. On te laisse prendre toutes ces infos, comme ça tu pourras contacter directement OVH. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ah, il y en a, je crois, là. Le CDE des vouchers. Tac, Tu t'avais pas répondu, je crois. Hein. les voici. Tac, les codes. Ah oui, les Et codes. j'ai été un peu trop rapide, mais j'ai vu le temps, je me suis dit, bon, je sais pas jusqu'à quelle heure on a commencé un peu. Là, tu as un peu débordé, mais c'est pas très grave. Là, c'est la pause. Ah, ok. C'est pour ceux qui veulent rester sur la plateforme, vous pouvez aller sur la partie ici on parle de tout. Vous pouvez du coup parler entre tech avec n'importe qui. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, c'est réservé pour vous. Et on se retrouve du coup, si je prends le programme, je ne me souviens plus, dans 20 minutes, il me semble. Programme. Alors, du coup, on se retrouve à 15h45 ici pour pourquoi Terraform n'est pas le bon outil pour les déploiements automatisés dans le cloud. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller aussi chez les sponsors. Il y a OVH notamment où vous pouvez rencontrer des RH ou des techs. Voilà, il y a Stack Labs, OVH, ADO, Oracle, etc., etc. Allez y faire un tour en attendant. Je vous souhaite déjà, merci David. Et puis, tu as peut-être un dernier petit mot avant qu'on se quitte? Oui, concernant Bertrand et le DNS souverain, ça peut être une bonne question. Je vais remonter à nos équipes techniques, savoir si c'est dans les cartons ou si c'est déjà en place. Ça marche. Bon, bonne journée tout le monde et on se retrouve tout à l'heure. Bonne journée.